on vous a parlé que pendant la dernière guerre mondiale, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les nazis voulaient exterminer tous les juifs. De ce fait-là, ils avaient conçu les camps de concentration et les camps d'extermination. Et il y a des gens qui ont dénoncé des juifs, donc des gens qui ont participé à ça ou qui ont laissé faire, et il y a des gens au contraire qui ont décidé d'aller contre et de se battre pour que ça n'arrive pas. Et ces gens-là, pour une partie, ont été nommés justes, c'est-à-dire qu'ils ont aidé des adultes ou des enfants à échapper à ce destin auquel ils étaient destinés, on va dire, à ce programme auquel ils étaient destinés, c'est-à-dire d'être exterminés. Alors comment ils ont fait pour aider des juifs, mais aussi pour aider les tziganes par exemple, pour aider des résistants, pas seulement les juifs, et ils ont proposé des lieux pour, par exemple, pour sauver les enfants. Et donc il y a des familles qui ont accepté de lâcher leurs enfants, de se séparer de leurs enfants, parfois des bébés, parfois des enfants plus grands, et de ne pas savoir toujours où ils allaient, parfois ils savaient, parfois ils ne savaient pas, et d'accepter qu'ils soient cachés pendant toute la guerre pour leur éviter la mort. Donc ça signifiait pour les familles d'accepter de se séparer de son enfant. Donc imaginez ce que c'est de se séparer d'un enfant sans savoir trop ce qu'il allait devenir. Imaginez aussi ce que ça veut dire pour un enfant d'être séparé de ses parents, sans savoir où il allait aller, tout seul, plus dans son cadre, plus non plus dans des familles qui avaient la même religion et les mêmes habitudes de vie, parce qu'ils changeaient parfois de région complètement. Ils n'étaient pas forcément, par exemple, c'est des gens de la ville qui partaient à la campagne. Alors, des gros changements. Alors moi, j'ai rencontré un certain nombre, donc aujourd'hui, on vous fait rencontrer Monsieur Cohen, qui lui a eu cette histoire-là. Il vous racontera la sienne spécifique un petit peu, il vous expliquera après son trajet de vie. Mais moi, j'en ai rencontré aussi un certain nombre d'autres, et c'est pour ça que je vous les montre ici. Donc certains vivent à Strasbourg. Hein. Alors là, je vous ai mis un certain nombre, j'en ai rencontré d'autres, hein, mais tous ceux-là, je ne les ai pas tous rencontrés. Claude Lévy, donc sa femme habite Strasbourg, et je l'ai bien connu, il est décédé depuis. Lui, Albert Barbout et Pierre Drahi, je vais vous montrer, ils étaient là à Strasbourg, je les ai fait venir 2 fois à Strasbourg. C'est eux. Donc ils sont chez moi à la maison. Lui c'est Albert Barbout et Pierre Drahi, et cette année ils vivent à Marseille tous les deux. Et cette année j'amène une classe du projet qui part à Marseille et on va rencontrer Albert. Donc ils ont une histoire totalement différente de Fred Cohen. C'est-à-dire que chaque histoire, et c'est ça ce que je vous explique dans la question des valises, chaque histoire est unique. Parce qu'on a tous des histoires uniques. Et chacun a vraiment une histoire totalement différente. La façon dont la personne a vécu cette séparation de ses parents, ou a vécu la famille qu'il a acceptée, ou la maison d'enfants, parce que ce n'était pas toujours des familles, parfois c'était des orphelinats, parfois c'était des... je ne sais plus comment ça s'appelle, je suis fatiguée, les lieux où sont des bonnes sœurs, des couvents, voilà, qui les sauvaient. Parfois, il y en a qui ont été convertis au christianisme, d'autres pas du tout, auxquels on a continué à apprendre leur religion. Tout ça a fait que chacun a une histoire différente. Parfois, il y en a qui ont retrouvé leurs parents à la sortie. Parfois, il y en a qui ont pu retrouver leurs parents à la sortie. Parfois aussi, il y en a qui ont retrouvé leurs parents qui avaient été déportés et qui avaient leur propre histoire très difficile et qui retrouvaient leurs parents qui n'étaient plus les mêmes que quand ils les avaient quittés parce qu'ils avaient un vécu difficile. Donc tout ça a fait que ça a construit des histoires différentes et que ça rend des vies plus compliquées, on va dire, à vivre après. Puis chacun, après, s'en sort à sa façon. Alors, il y en a qui sont artistes, un certain nombre qui sont artistes, c'est ce qui permet peut-être aussi de donner du sens à sa vie, il vous expliquera lui tout à l'heure. Il y en a qui ont eu, je vais vous donner un certain nombre de noms de gens qui l'ont, peut-être que l'un ou l'autre vous les connaissez, parce que ça, moi je les avais vus, j'avais complètement oublié, je l'ai relu hier soir les noms et je ne me rappelais plus en fait qu'ils étaient anciens enfants cachés. Je vais vous trouver là. Jacques Lang, donc le ministre Jacques Lang, l'ancien ministre Jacques Lang était enfant caché. Claude Berry, le cinéaste, était aussi enfant caché. Serge Gainsbourg était caché, enfant caché. Bernard Kouchner, qui était responsable de Médecine du Monde, enfin, Médecin du Monde, oui. Serge Klarsfeld, donc Serge Klarsfeld, je l'avais vu, je ne l'ai pas là, il est sur la photo. Ici. Jean Ferrat, un autre chanteur.
Philippe Bouvard, vous ne connaissez pas, mais qui était dans le temps à la radio. Bon, en tout cas, il y a pas mal de gens qui étaient enfants cachés. Et à l'époque, alors il faut que vous sachiez aussi une chose, après la guerre, les gens n'en ont pas parlé, les enfants cachés n'ont pas parlé. Parce que quand ils sont rentrés chez eux, bah, eux, ils ont eu la chance d'être sauvés. Donc quelque part, ils n'allaient pas se plaindre de quelque chose où ils avaient survécu, alors qu'il y en avait plein d'autres qui avaient été dans des camps et étaient morts dans les camps. Donc ils n'ont pas tous osé parler et on ne leur a pas donné la possibilité de parler. Et aujourd'hui, les survivants adultes, qui étaient adultes au moment de la dernière guerre, sont en train de disparaître tous. Et qui c'est qui reste pour témoigner aujourd'hui? Il reste les enfants cachés parce qu'ils étaient plus jeunes. Donc aujourd'hui, souvent, ils prennent le relais et c'est eux qui viennent témoigner. Alors, Fred Cohen, il ne vient pas pour témoigner, il vient parler de ce qu'il fait aujourd'hui. Et je vais juste vous montrer un tout petit peu quelque chose et puis je vais lui laisser avant tout la parole. Donc ça, c'est un autre monsieur qui s'appelle Simon Margenberg, qui se trouvait à Metz et qui a aussi été caché. Bon, on aura peut-être l'occasion une autre fois de parler des destins de certains. Lui, c'est un monsieur que j'ai rencontré au Canada. Alors lui, il vit en Belgique, mais sa fille vit au Canada. Et donc, je suis intervenue dans une école et lui a fait le voyage pour retrouver sa fille. Et j'y étais en même temps et du coup, on a parlé de son histoire à lui. Elle aussi, Colette Zaïf, a été cachée. Et chaque fois, vraiment, c'est des histoires différentes. Donc, si quelqu'un est intéressé, vous m'écrivez, puis je vous raconterai des histoires, parce que je ne vais pas vous raconter chaque histoire. Ça, c'est deux Strasbourgeois. Alors, Roland Lévy, il viendra témoigner en même temps que Fred Cohen en janvier à l'église, à la chapelle de la Rencontre. Donc c'est son portrait, lui a une histoire qui est totalement différente que Fred Cohen. Donc il a une histoire très heureuse de son enfance d'enfant caché. Et Betty Grimbert, elle vit à Strasbourg aussi, et il y a un livre qui est sorti, il faut que je retrouve, Dominique elle va peut-être m'aider à retrouver le titre. Il est sorti l'année dernière, c'est un livre adapté pour les collèges, de son histoire d'enfant caché. En fait, elle est venue me voir parce qu'elle avait envie de raconter son histoire et j'ai mis en contact avec quelqu'un qui a fait des entretiens et le livre est sorti. Je vais retrouver le titre, il faut que je cherche sur internet. Voilà, on est à Fred. Alors c'est les trois, j'ai mis les trois portraits de Fred différents selon les époques et les moments. Donc ça c'est Fred Cohen il y a quelques années, pas très longtemps. Hein. 85. Donc vous avez 80, quel âge vous avez? La maman de 83. 83 ans. Hein. Donc ça c'est des photos. Oh, je me suis trompée de sens. Pardon. Je me suis trompée. Voilà. Et là, Fred, je peux peut-être un petit peu vous expliquer ce qu'on voit sur les photos. Pour être un peu rapide, donc, je suis issu d'une famille de 12 enfants, 6 garçons et 6 filles, donc c'était bien équilibré. Et donc je suis né en 42 à Paris, et donc 42 c'était le moment de la guerre. De 42 à 44, on a été cachés dans les caves, c'était des mères qui avaient un enfant qui nous allaitait, mais là j'étais trop petit pour savoir ce qu'il y avait exactement. En tout cas, c'était un moment assez difficile, puisque dans les caves, vous imaginez que vous, quand vous aviez 2 ans, ben, vous pleurez, il y a une atmosphère difficile. Il y a des enfants qui ont été étouffés pour pas que les militaires qui étaient au-dessus les entendent. Donc voilà, pendant 2 ans, je suis resté dans le cave, exactement où, je ne sais pas. En tout cas, ma sœur plus grande, qui était cachée à l'école de Sèvres, m'a dit, elle m'avait vu. C'était quand même assez difficile, on était beaucoup d'enfants dans les mêmes endroits. Et tout ça, ça n'a pas pu durer longtemps, parce qu'il y a eu... les Juifs ont été pourchassés, il y a eu un moment donné où il y a eu l'étoile jaune qui était obligée d'être portée. Et ce qui fait qu'au départ, on sentait le danger, mais les gens ne savaient pas exactement ce qui se passait. Et la communauté juive a donné ordre qu'il ne pouvait plus y avoir de familles juives qui cachaient des enfants juifs, il fallait que ce soit des familles catholiques. Et c'est pour ça qu'il fallait, comme vous, je pense vous avez dû l'étudier en histoire, il y avait une zone libre et une zone occupée. Donc nous, on était pareil, la zone occupée, il fallait passer la zone libre. Et là, la zone libre, ben voilà, on passait... moi, il me semble que je suis passé, d'après ce qu'on m'a dit quand j'ai fait le dossier,
dans une charrette avec des fruits par-dessus, et puis voilà, ça passait ou ça passait pas. Mais voilà, je suis là devant vous, donc je suis passé. Et c'est une famille de paysans qui avait 5 enfants, 4 filles et un garçon. Une petite ferme dans les Pyrénées qui m'a recueilli. Donc voilà. C'est ça la ferme. J'ai trouvé. La ferme, c'est celle-là. Donc il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas grand-chose, quoi. Hein. Donc moi, ce qui m'a le plus impressionné là-bas, c'était les rats dans la nuit. Je les entendais qui couraient et puis boum, des fois ils me tombaient dessus. Alors j'avais peur et alors une fois j'ai piqué des allumettes. Quand ils tombaient dessus, j'allumais pour le voir au moins. Et donc c'était quand même des conditions un peu dures, mais voilà, les gens ils m'ont recueilli, ils me donnaient ce qu'ils avaient. C'était pas comme avec des frères qui ont été battus dans un village plus loin. Donc moi, voilà, je savais que j'étais pas leur enfant, ils m'ont donné ce qu'ils ont pu, mais moi j'étais bien, si ce n'est qu'il y a toujours cette histoire que quand vous êtes caché, il y a la Gestapo, c'était des gens qui étaient payés par des nazis, et on était toujours un peu en danger. Donc des fois, il y avait le camp de Gurs où a été interné mon père, et une fois il est venu me voir et j'ai dû tout de suite partir me cacher dans la forêt avec le chien parce qu'on était en danger, quoi. Donc voilà. Voilà en gros ce que je peux dire sur cette histoire. Et vous étiez à l'école? Vous alliez à l'école dans le village? À 6 ans, j'ai été après à l'école dans le village. Oui, c'était une institutrice, alors c'était un peu particulier. Il y a quand même une anecdote. J'ai écrit un roman où c'est quand même intéressant de dire, quand on était passage, donc à l'époque, les femmes avaient des grandes robes. Alors, des fois, moi, je faisais l'imbécile, alors elle me mettait sous sa robe. Et puis il faisait chaud, alors j'essayais de sortir, elle me frappait pour que je reste en dessous. Et les autres élèves me disaient « Ah, qu'est-ce que tu as vu, Fred ?» Oh ben, j'ai pas vu grand-chose. Donc voilà, c'était... Vous imaginez aujourd'hui une institutrice qui fait ça, alors que, voilà, c'est une anecdote un peu drôle. Mais enfin, ça dénote quand même quelque chose. Hein. C'était quand même très dur. Voilà ce que je peux dire. Vous aviez des copains dans le village, du coup, à l'école, ou vous étiez rejeté parce que vous n'étiez pas du village? Non, on ne peut pas dire qu'il y avait des copains. Je me rappelle où des fois je m'asseyais sur une chaise, il y en avait un qui a dit ben là je ne m'assieds pas, il y a un juif qui s'est assis. Donc on ne peut pas dire que j'étais bien intégré. Je n'étais pas non plus pourchassé, mais pas intégré. Non. Et quand est-ce que vous avez pris connaissance de votre destin, parce que vous êtes arrivé à 2 ans, ouais. Très jeune. J'imagine qu'à 2 ans, on ne se rend pas vraiment compte de ce qui nous arrive. Non. Qui vous a raconté et à quel âge ce qui est... Ben, à l'époque, il y avait l'assistance publique qui est aujourd'hui un peu la DAS, quoi. Ouais. Et il y avait un inspecteur donc, qui nous voyait parler avec nous, et puis il nous a raconté toute l'histoire, le camp de Gurs, et même encore aujourd'hui, quand j'ai fait le dossier des enfants cachés, il y a des choses qu'on ne dit pas. Je sais, il y avait le fils 10, et quand j'avais fait le dossier, là où j'ai été recueilli, je l'ai appelé, encore je lui ai demandé mais comment ça se passait quand j'étais caché dans le village. Il a dit ça, je ne peux pas te dire. Ah bon? Je lui ai dit mais pourquoi aujourd'hui tout est fait? Il n'a pas voulu nous dire. Donc il y a des choses qui ne se disent pas, qui sont tabous. Voilà. Trop douloureuses. Ben oui, et puis je pense que un enfant de 2 ans dans un village, on sait bien s'il est juif ou pas juif. Donc si on n'en parlait pas, on disait non, cet enfant, il est catholique, mais il y a toujours des bruits qui courent, des choses un peu difficiles à expliquer. Et vous avez pu voir vos frères qui étaient placés dans des villages à côté, vous avez eu l'occasion de les voir? Non, ils ne voulaient pas qu'on se voie, pas très bien. C'était un peu difficile à expliquer, je ne sais pas pourquoi. Après, oui, on ne sait pas. Et après, je me suis dit, de 12, ça sera magnifique, on arrivera, après avoir vécu tout ça, on se reverra, on se retrouvera. Il n'y a jamais eu aucun contact, ou quand on s'est revus, c'était la bataille entre nous. C'est très drôle. Chaque histoire est différente. On n'a pas d'histoire commune. Oui, c'est vrai. Ça crée pas les mêmes C'est ce que mémoires. vous disiez avant. Ouais. C'est ce que vous disiez avant.
Donc voilà, par rapport à ça, après je passe à la partie artistique. Donc voilà, la seule chose que je peux dire, c'est bien que Francine ait parlé un peu des artistes, parce que je pense qu'il y a un lien avec notre manière d'avoir vécu dans les rues, de ne pas avoir eu à manger. Bon, je veux dire qu'il y a des gens aujourd'hui, à mon avis, qui ont été plus malheureux que nous par rapport à ce problème-là. Mais le fait d'avoir été, de ne pas avoir d'endroit où dormir, ça crée une situation un peu de conflit, de bataille sur nous-mêmes, et ça crée une violence. Donc je pense que si moi j'ai fait éducateur spécialisé à l'époque avant d'être artiste, je pense que comme psychologue, on règle des comptes avec nous-mêmes. Et je pense que ce vécu qu'on a eu, je pense qu'on en paye la facture toute sa vie. Notre rapport à la femme, à la mère n'est plus le même. Voilà, c'est pas des détails. Comme ça, Francine est mieux placée que moi pour en parler. Mais vous pouvez peut-être expliquer encore quelque chose là, parce que je pense que c'est important. Pour moi, ça m'a touchée quand j'ai... Parce que tout ça, je l'ai cherché, c'est pas lui qui me l'a raconté, hein, je l'ai cherché sur Internet avant. En fait, quand vous avez été... Votre formation, ça a été de devenir charpentier. Voilà, parce que je voulais partir vivre avec les loups au Canada. Moi, après ça, à 14 ans, je me suis dit, moi, cette société, de toute façon, j'en veux plus, je veux aller vivre avec les loups au Canada. Alors j'avais lu tout Jack London, moi dans les Pyrénées, c'était que avec les loups au Canada, je voulais partir là-bas. Il y a une des filles 10 qui a dit non, non, tu iras au Canada, mais à 18 ans, tu feras d'abord un CAP en charpente. Et donc voilà, l'orientation, elle était vite faite à l'époque. Hein, donc il y avait deux choses qui restaient, maçon et charpentier. Donc alors je dis voilà, alors je prends charpentier. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé par un CAP charpentier. Et puis il y a eu 68 et à l'époque on remettait un peu en question tous les diplômes, tout ça. J'ai pu, avec mon CAP charpentier, rentrer à l'école d'éducateur spécialisé, faire un diplôme d'enseignement supérieur. Après j'ai eu une équivalence avec une licence en ethnologie. Et voilà un peu comment les choses sont faites. Alors là j'ai montré le livre que vous avez écrit. Donc j'ai dit que vous êtes revenu en Alsace, j'ai écrit un tout petit peu le résumé. Vous avez fait plein de métiers avant d'être éducateur spécialisé, représentant gardien de nuit, surveillant à l'école Orff à Strasbourg. Et puis vous avez rêvé de vivre en Afrique. Oui, oui aussi. Vous êtes devenu éducateur spécialisé et vous avez voulu écrire un roman. Et ce roman, il me l'avait prêté, donc il a écrit ce livre. Qui a le nom de l'atelier où vous allez aller après. Voilà. Et puis j'ai trouvé que vous avez fait un autre livre illustré par la suite, donc, dont il y a les images ici. Hein. C'est super beau ce livre. Oui. Je ne l'ai pas vu, mais franchement les images sont magnifiques. Je pourrais vous le montrer. Et voilà. Et on arrive au totem. Et là vous pouvez expliquer un petit peu ce que vous faites. Donc voilà, si je faisais ce parallèle, et je pense qu'il y a quelque chose avec l'art et les artistes. Juste pour que vous voyez l'image. Pas grave. Bien qu'en peinture, aujourd'hui, en sculpture, tout le monde se dit artiste. Je veux dire, il y a quelqu'un qui fait bien le pain, on dit c'est un artiste ou un mécanicien. Moi, je pense que l'art a un rapport avec la vie et la mort. Comme l'art sacré ou la sculpture sacrée, c'est quelque chose qui nous transporte, quelque chose qui nous habite, qui nous invite un petit peu à un autre voyage que celui de la réalité. Donc moi j'ai toujours été tourmenté par les civilisations lointaines et notamment la vie des Indiens. Pour ça je me suis dit je vais travailler autour des totems, dont en Alsace et même à Strasbourg il y a 3 totems qui s'appellent le village des utopies. Je sais pas si vous avez oui, ça va venir. Je voulais juste montrer comment c'est le travail des totems. J'ai pris des photos pour que vous voyez que c'est pas un petit travail. Son métier de charpentier l'a aidé, voilà. Manifestement. Donc c'est vraiment un travail avec les enfants, mais ça on verra après. Voilà, et je vais vous montrer voilà, le village des utopies, c'est ça. C'est ça, donc j'ai travaillé pendant 3 ans avec une classe de CM2 à l'Elzo. C'était il y a 5-6 ans à peu près, je ne sais plus. Avec des groupes du quartier de Königshofen et de la Montagne Verte. Ces 3 quartiers correspondent à 3 totems, qui est chacun le leur, qu'ils ont mis devant le centre, à l'Elzo et à Königshofen, où on a travaillé 3 ans dessus.
Donc j'ai demandé à la classe d'imaginer un peu ce qui les touchait par rapport à leur quartier et qu'est-ce qu'ils avaient envie de dessiner qui puisse être sur les totems. Donc il y a eu 2000 dessins au moins qui ont été faits. De ces dessins, après, on a voté et on a pris ceux qui devaient correspondre à chaque classe dans les quartiers. Et donc voilà, on a vu des cigognes qui tiennent une maison. Ah oui, c'était sur la notion d'un habitat rêvé, c'est-à-dire voilà. Donc on a vu des cigognes qui tenaient dans le bec des maisons, voilà, des choses comme ça. Donc là, il y a marqué, c'était signé les habitants de Königshofen de la Montagne Verte, Fritz Cohen. Voilà. Voilà. Et c'est ça, vous pouvez le voir, c'est à l'Elzo, si vous voyez où il y a le collège Hansa. Ben c'est là, il faut continuer le long de l'eau, c'est à l'embranchement de l'île et de la Bruche, vous les voyez. Alors il y en a plein d'autres, hein. Donc là c'est des totems que vous avez fait avec quelqu'un d'autre, là vous les avez fait avec... Oui, alors je travaille aussi avec des enfants, comment dire, difficiles, des enfants autistes à Innvillers depuis 17 ans. Et je travaille dans ce totem, je l'ai fait l'année dernière avec eux. Et il y a aussi le verre avec, on voit, mais ouais. voilà, on peut agrandir le verre. Là, je l'ai fait en plus grand, là, je crois que je l'ai fait, je crois que je l'ai mis le verre, non, je ne sais pas, je ne sais pas si on peut agrandir. Ouais, ça fait rien. Non, je crois pas. Non, je ne peux pas l'agrandir, je ne le vois pas plus loin. Donc voilà, comme artiste avec des enfants en difficulté, moi je me suis toujours posé la question si vraiment je leur suis utile ou pas. Bah, d'après les parents, oui, parce que quand les parents sont là, qu'on a fini cette réalisation, moi j'essaye de travailler aussi sur la notion de beau, parce que je trouve que le beau tracte, le beau a une valeur qui valorise. Parce que j'ai aussi travaillé avec des enfants, on prenait la peinture, on la jetait sur les murs, on ne faisait pas quelque chose uniquement qui avait une valeur de libérer, mais là, c'est un choix qu'on fait avec eux et j'explique et réexplique. Le verre, il est là. Hein. Voilà, le verre est là. Et donc ça, c'est un auxiliaire où je travaille avec une fabrique de verre. En fait, vous en verrez dans l'atelier tout à l'heure du verre, je sais pas comment on appelle ça, du verre... fusionné. Fusionné, voilà, c'est ça. Donc ce que je veux dire, les enfants, quand il y a les parents qui viennent, ils montrent tout de suite l'endroit qu'ils ont travaillé et fait. Et pour eux, les parents ils disent, ben, ça pour nous, ça nous suffit parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est produit en réalisant ce travail. Ben, c'est-à-dire qu'ils ont la fierté d'avoir réussi quelque chose de beau et qui reste. Je pense qu'il y a ça, oui. Ouais. Et qui reste, parce que c'est présent. Leur talent. Et j'ai vu sur Internet, en fait, il y a des circuits qui ont été organisés. Voilà. On a fait, enfin, à l'Office du tourisme, il y a le circuit des totems. Ah oui, d'accord. Oui, parce que je pense que c'est important, un cours de peinture et de sculpture. Mais un cours, une fois qu'il est fini, il n'y a plus que le cours qui reste. Alors que là, il y a un travail d'œuvre. Moi, je suis un artiste et quand je fais une facture, je suis payé comme concepteur et réalisateur d'une œuvre. Je ne suis pas professeur. Je n'ai jamais enseigné la peinture ni la sculpture et je ne l'enseignerai jamais. Donc voilà, en gros. Et vous installez aussi le sol à ce moment-là. Et parce qu'en fait, il n'y a pas que le totem. Oui, En fait, j'installe le sol. je crois que j'ai vu, il y a de la mosaïque, hein, certains Oui, endroits. il y a une mosaïque Ouais. dans certains Ouais. endroits. Je ne sais pas si on le voit là, parce que j'ai un peu limité les photos. Mais si quelqu'un les veut, moi j'ai le dossier de photos que je peux transmettre. Et là, on voit toutes les œuvres, enfin pas tout ce que vous avez mis sur votre page Facebook. Oui, c'est ça. Alors ça, c'est important aussi pour les élèves dans le quartier. Qu'est-ce que c'était ça, la destination Babylone? Alors, parce que ça a été un projet qu'on a fait avec la municipalité socialiste. Il y avait Roland Ries à l'époque. Et donc le projet Les Jardins de Babylone était de vouloir faire cette rue de Thann comme une œuvre d'art, c'est-à-dire faire du végétal, mettre des sculptures, des peintures, jouer sur la lumière, au sol, enfin, c'était de transformer toute la rue. Et donc on a fait le concours du budget participatif et on est arrivé premier et on a eu 100 000 € donc, pour réaliser ça.
Et dès qu'on a eu ça, il y a eu un soulèvement dans la rue de Thann de 4 ou 5 personnes qui ont dit non, nous, on veut que la rue reste comme elle est, nous on n'aime pas, nous on a été tout petits, élevés dans cette rue. Donc ça a été une vraie bataille. Hein. Et alors la plupart des gens étaient pour, il y avait peut-être 4 ou 5 personnes. Contre. Et alors, bon, on a présenté le projet. On était en voie de le réaliser et il y a eu le changement de municipalité, il y a eu les écologistes. Et comme moi j'avais des copains écologistes là-bas, je me disais, ben, ça va être super avec eux, ça, on va tout arranger, notamment Alain Youn qui est vice-président de la communauté, qui est un copain. Et bah, pas du tout. Dès qu'il y a eu la municipalité écologiste, il n'y a eu que le bazar. Ils ont dit que ce projet-là ne les faisait pas rêver, que c'était pas... ça n'a pas eu lieu, en fait. Et il n'y a eu que le végétal, vous allez voir dans la rue de Thann. Et les 50 000 autres euros sont passés, je ne sais pas où, à tel point que nous, on a mis la municipalité à la Cour des comptes. Il y a toute une bataille autour de ça. Donc voilà, en gros, le jardin de Babylone où ça est. Juste que vous savez où est la rue de Thann? Oui. Je pense que vous devez savoir. C'est après le marché, les choix de boutiques d'optique. Voilà, et c'est là qu'il y a l'atelier. C'est ça. L'atelier de Fred Cohen se trouve dans la rue de Thann. C'est pour ça qu'ils ont proposé d'aménager la rue. Et c'était dans l'esprit de son travail, en fait, j'ai vu le projet. Parce que c'était joué sur la lumière et sur le végétal, ce qui est le propre du travail qu'il fait. Vous verrez, la cour, c'est comme ça. Et des bonnes, parce que la rue de Thann, à la base, c'est vrai qu'elle est assez... Mais oui, sans, mais oui, les gens ils trouvaient ce projet magnifique, ils trouvaient ce projet magnifique, enfin voilà. Donc voilà. Quelqu'un a une rue de Thann par hasard, non? Non? Ou une rue adjacente peut-être, non? Ça vous... Je veux dire, c'est important d'entendre que l'objectif de Fred Cohen aussi, c'est de changer l'habitat. Quand il parlait tout à l'heure de l'habitat idéal, c'est aussi de mettre de la nature dans les lieux qu'on habite et de donner une présence en fait aux lieux et que ce ne soit pas anonyme en fait les lieux. Hein. Je pense qu'il y a aussi cette question-là. Que les gens s'approprient, deviennent sujets et acteurs de leur histoire, quoi. Pas que comme ça il y a des travaux alors que nous on voulait qu'ils participent à la réalisation des sculptures, de tout. Et voilà, ça a été un raté. Et vous l'avez supporté, ça? Ben, il a bien fallu le supporter. Ouais. Mal, mais mal, puisqu'on a mis quand même la municipalité à la Cour des comptes. Ouais. Donc voilà. Alors là, je vous montre encore quelques images de totem, pour que vous voyez, parce que je trouve que cette image était très belle pour montrer. Oui, je ne sais pas où il est celui-là. Ça, c'est une chouette qui fait de la musique avec le vent, dont le totem est musicien. Donc j'avais travaillé avec un prof de musique dont ça joue sur les graves et les aigus, un peu comme quand vous soufflez dans une bouteille. Voilà, c'est avec plusieurs sonorités. Et là, on voit bien la mosaïque, là. Voilà. Sur la troisième photo, on voit bien la mosaïque. Oui. Ça, c'est Bingen-sur-Moder, c'est là où on l'a fini l'année dernière. Et là, les personnes sont gravement malades, puisqu'il y a pratiquement un soignant par personne. Donc là, avec moi, je les ai aidés un peu à taper, à passer l'huile de lin. Et donc voilà, quand ils ont vu qu'on est arrivé à ça, ça a été quelque chose. Ils vont s'asseoir. C'est vrai que ça change beaucoup leur vie parce que on a le droit de rien toucher là-bas. Même l'huile de lin, j'ai peur qu'ils la boivent parce qu'ils ne sont pas conscients. Donc c'est pas évident. Ah ouais, bien sûr. Donc voilà. Alors, ça, c'est les vitraux de la moisson, donc c'est un travail qu'on a fait avec le verre. Les vitraux de la moisson. Il y a soit des coquelicots, mais soit du blé. Et il y a des effets cinétiques avec le vent, c'est-à-dire que je me suis cassé la tête à trouver des tiges en fer, qui sont des tiges de maçonnerie que les gens emploient, pour que ça soit assez fort pour pas que ça se plie entièrement, mais assez résistant au vent quand même, donc j'ai trouvé. Et avec le vent, ça crée des effets qu'on appelle, c'est un bien grand mot, moi j'aime pas trop les utiliser, des effets cinétiques.
c'est-à-dire qu'entre le vert et le blé, là il y a de la neige. Ouais, voilà, quand il y a du blé ou des coquelicots, il y a des effets qui se créent entre le vert et les fleurs qui oscillent en même temps. Et ça se trouve où, ça? Ça, c'est à Hinwiller. Et ça y est encore Ah aujourd'hui? oui, oui, ça y est depuis 15 ans. C'est ça, au tout début. Ouais. Alors, ça, je trouvais que c'était important parce que ça montrait votre engagement, pas seulement dans la création. C'est pour ça que j'ai mis cette image. Ça, vous voyez, Kel, la passerelle Mimron, donc c'est pas Strasbourg qui nous a engagés comme artistes, c'est Kel. Et donc moi, j'ai fait... Vous voyez, vous voyez ma taille, et vous voyez des voiles qui montent à 10 ou 12 mètres de haut, avec les gens de la ville qui élaguent, les élagueurs qui m'ont aidé à placer tout en haut. Donc les vagues tournaient autour de l'arbre, et j'avais fait des sculptures dont l'œil reconstituait un bateau. Vous voyez, donc alors au milieu petite, après un peu plus grande, et ça faisait l'œil à 200 mètres reconstituait un bateau. Et j'avais fait près de l'arbre un banc, et donc quand vous étiez assis sur le banc, eh ben, vous aviez l'impression de circuler parce qu'on entendait les voiles qui claquaient, et puis vous aviez le Rhin. Et donc on avait l'impression ça s'appelait l'invitation au voyage. Voilà. Et c'est pas resté, d'après ce que j'ai compris, alors, c'est ils que... voulaient l'acheter à un moment donné, alors il y a des œuvres qui sont restées, puis celle-là, ils ne l'ont pas achetée. Il y a eu un film où il est dessus l'œuvre, mais ça n'est pas resté. Et là, vous avez fait quelque chose, vous êtes intervenu autour de la paix en lisant des écrits des prix Nobel, oui, et voilà. vous avez lâché des colos, vous pouvez raconter? C'est ça, donc il y a eu, vous savez bien, le Bataclan, je ne sais plus, c'était... Donc ça c'était un mois après le Bataclan. Vous savez ce que c'est le Bataclan? Non, peut-être. Je préfère juste quand même. Il y en a parmi vous qui savent ce qui s'est passé en 2015 au Bataclan? Oui? Oui, c'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont rentrés dans une salle de spectacle. Exactement, c'était une salle de spectacle, il n'y avait pratiquement que des jeunes qui étaient au spectacle et qui ont tiré sur les jeunes. Et il y a eu, je ne sais pas combien de morts, et de blessés, c'était terrible. Même plus. 200 morts. Oui, il y a eu 200. Combien? 110. 110, hein. Donc, donc après ça... Et donc après ça, il y avait une grande fête à Furdenheim, c'est un village pas loin d'ici. Et donc on s'est dit, on va présenter un totem qu'on avait fait. Alors ce totem, ce sont des mains qu'on avait sculptées autour de l'arbre et qui deviennent des colombes tout en haut. Là, il y a les mains. La main se transforme et devient une colombe. Donc quand on a présenté ce totem, on a dit on va lire donc, c'est quand même les prix Nobel de la paix, on avait choisi des extraits très forts et on a lâché des colombes, on a lâché au moins une cinquantaine de colombes. Et alors donc, je tenais la colombe et après quand j'avais fini, quand vous disiez bah colombe, alors je la lâchais, elles sont toutes parties sauf une qui est revenue et elle est partie que le lendemain matin de la pensée la nuit. Et donc oui, ça a touché quand même, je pense, les gens, ça les a touchés. Donc l'enjeu, c'est pas que de créer une œuvre pour voir, ah tiens, c'est des mains qui se transforment en colombes, c'est beau ou c'est pas beau. L'enjeu, c'est que ça soit aussi des œuvres à engager qui va au moins faire réfléchir, si ça peut pas changer le monde. C'est ça aussi, être artiste et transmettre un message. C'est vouloir transmettre un message. Et de le faire en mouvement, ça transmet encore plus que juste l'œuvre, puisque finalement, avec les mots et avec le geste, ça renforce l'œuvre. Alors, ça c'est les vitraux de la moisson. Et puis voilà, donc là c'est pour vous montrer, c'est ce que vous allez voir tout à l'heure dans l'atelier, mais j'ai quand même mis un extrait des œuvres que vous avez créées. Donc ça c'est... Vous pouvez peut-être expliquer, hein, mieux que moi, alors, en tout cas. Le verre fusionné, les deux. Donc, si vous voulez, je pars d'une plaque de verre qui est tout à fait normale. Après, là-dessus, pour faire... Est-ce que vous voyez quelque chose dans le verre?
Est-ce que vous voyez rien? Je me pousse là, je gêne. C'est une figuration abstraite, hein, vous n'êtes pas obligé de voir quelque chose, simplement est-ce que ça... Moi j'ai mis quelque chose dedans, mais si on ne le voit pas, c'est pas grave. Hein. Bon, j'ai fait des figures dedans. Là à gauche, vous avez vu, il y a du végétal quand même. Oui. Et là à droite, vous avez vu une figure dedans? Vous ne voyez peut-être pas très bien, mais il y a quelque chose là. Oui, voilà. Voilà, donc là je prends des fils de cuivre, je prends de la paille de fer pour les cheveux, et puis aussi en bas il y a des morceaux de cuivre. Après je mets des oxydes pour la couleur, et après je mets du gros sel pour faire les grosses bulles que vous voyez là. Et après quand tout ça est fait, je remets une plaque par-dessus et je mets au four. Et donc, durant 24 heures, avec un palier à 500 degrés, puis après ça monte à 740, là c'est comme un volcan, tout est en fusion, et après ça redescend à 500, et puis on revient à zéro, et voilà. Donc ça, après, ça passe des siècles. Si ça tient, si ça casse pas, donc j'ai eu du mal à trouver la bonne formule, mais maintenant ça va. Voilà, et le reste c'est en bois, voire en bois mélangé avec aussi avec du verre du fusionné. cuivre aussi, et le cuivre il s'oxyde parce que j'estime que le temps doit travailler aussi, il n'y a pas que moi qui travaille, le temps peut travailler aussi, il est artiste le temps, donc le temps oxyde le cuivre, donc le cuivre c'est comme les églises, vous voyez, qui s'oxydent, et après quand c'est oxydé, je l'arrête avec du vernis. Adam, tu as une question? Est-ce que vous voulez transmettre un message précis dans vos œuvres? Si je veux transmettre un message précis, je ne sais pas s'il y a un message. Je voudrais faire réfléchir surtout à les gens qui voient l'œuvre, de les faire voyager, de les couper un peu du réel, de les faire voyager un peu différemment. Et pourquoi je fais de la figuration abstraite? Parce que je pense que si on met des tâches ou des choses comme ça, alors c'est totalement abstrait. Là, vous pouvez voir des gens qui dansent, ou vous pouvez voir des figures. C'est parce que j'ai envie quand même qu'il y ait quelque chose qui soit un peu un petit couloir, une petite lumière qui les amène quelque part. Après, ils vont là où ils veulent. Voilà, j'ai répondu à ta question. Il y a d'autres questions? Quelle est la première œuvre que vous avez faite au départ? Au départ, c'était en bois? Au départ, c'était... non, c'était des œuvres peintes. Peintes? Oui. Est-ce que vous aimez la peinture et l'art déjà? Oui. Et ça vous parle? Ça vous parle pas? Vous pouvez me dire franchement, hein, si ça vous parle pas. Comment? Qu'est-ce que tu as dit? J'aimais bien le travail du verre. Le travail du verre, tu aimes bien. D'accord. Peut-être vous pouvez leur dire qui vous a appris à peindre? Moi j'ai surtout appris moi-même, mais quand j'étais à l'ESTES, il y avait un professeur qui était... L'ESTES, c'est quoi? L'ESTES, c'est l'école d'éducateurs spécialisés. Ah, maintenant, ça s'appelle l'école supérieure du travail social, je ne sais pas comment. Et il y avait un professeur, Maurice Julie, c'est lui un peu qui nous a appris, mais pour lui, être notre professeur, c'était pas nous dire comment il faut faire. On réalisait des œuvres et jamais il n'avait un jugement de valeur dessus, c'était ni bien ni mal. Il nous disait, voilà, là j'aurais travaillé un peu plus dans le foncé, voilà. Et je pense que ça c'est intéressant parce que chacun d'entre vous, il y a des gens qu'on dise doués ou pas doués, mais je pense que chacun il a des potentiels et moi je sais que comme artiste, j'essaye quand on fait une œuvre avec les enfants de développer leur potentiel, puisque chacun d'entre vous est un artiste qui s'ignore.
la question, il faut voilà, trouver un peu ce qui nous plaît. Après, il y en a qui en font leur vie difficile, hein, mais bon, il y en a quand même qui en vivent encore aujourd'hui. Voilà. Je vais vous montrer d'autres choses, donc ça c'est toujours en bois. Hein. Alors oui, dans là, ces œuvres-là, je fais partie du chemin de l'art sacré dans les églises à Strasbourg. Ça fait 10 ans que je suis là-bas. Dans les églises, j'ai travaillé en croix, là, dans les deux. Et ça, c'était à l'Hôtel-Lourd. Et ces œuvres, elles sont toujours dans l'église ou après l'exposition c'est fini? Alors non, je les ai, moi, je les ai. Vous les avez? À l'atelier. Il y a ça. Voilà, ça c'est d'autres œuvres. Celle-là, je l'ai vue chez vous. Alors, par exemple, ici, c'était le printemps de l'écriture au musée. Vous connaissez le concours du printemps de l'écriture? Je pense que vous connaissez, non? Vous ne connaissez pas? On vous l'a jamais fait faire? Vous n'avez jamais participé au concours? C'est un concours à Strasbourg, enfin à Strasbourg dans le Bas-Rhin, je pense. Hein. Je pense, ça, oui. Ou même national, je ne sais plus. Je crois que c'est local. C'est local. Je crois que c'est régional. Ouais. Et donc, dans ce concours de l'écriture, il y avait le thème. Je ne sais plus. Là, c'est la main et son double. Oui, alors, moi j'avais joué sur le végétal et le corps. Et donc, j'avais joué sur cette ambiguïté de la main et de la feuille. Et donc, j'avais créé un lien entre le végétal et l'humain par là. Voilà. Après, l'autre, le gouffre, c'est dans un morceau de cerisier de figure. Ça, c'était un couple aussi, je l'ai mal Oui, fait. c'est Mais ça. c'est aussi un couple, j'ai coupé. Ça ne rentrait pas dans l'image, mais je n'ai pas bien fait. J'ai vu après que c'était un couple. Voilà. Vous comprenez, c'est peut-être important que vous entendiez le lien dans tout ce que fait Fred Cohen entre la nature et l'homme. Parce que ça revient dans tout ce qu'il fait. C'est pour ça aussi la question de la main et de la feuille. C'est toujours le rapport de l'homme et la nature, que la nature se lie à l'homme. Ça a à voir avec le fait de vouloir vivre avec les loups hein, dans la forêt. Bien sûr, et puis moi je pense que les arbres, il y a un lien entre nous et les arbres. Il y a... Je pense qu'il y a des... On ne va pas dire que les arbres parlent, mais il y a une communication qui peut s'établir entre nous et la nature très importante. Ce lien, je pense qu'on vient de la nature, on est de la poussière et on repart dans la poussière. Donc ce lien-là me paraît fondamental pour moi dans les œuvres que je réalise. Il y en a parmi vous qui font quelque chose d'artistique, dessiner, peindre, je ne sais pas, de la terre ou autre chose. Il y en a parmi vous? Vous êtes une classe où tout le monde travaille que de la tête? Non, Oui? Je fais juste du dessin au papier et j'essaie de commencer la peinture. Tu fais du dessin et tu commences la peinture. Ouais. Il y en a d'autres? Et comment tu fais alors? C'est-à-dire tu prends un modèle ou tu inventes? Ça dépend, soit j'invente des figures avec des perspectives, soit je recopie. D'accord. Très bien. Il n'y en a aucun autre? Ah oui, toi? Je fais des histoires en bande dessinée. Oui. Donc ça va vers l'illustration. Très bien. Oui. J'aime bien aussi sur tout ce qui est illustré. Ça varie sur comment je dessine. Je peux représenter l'image dans ma tête ou alors je peux m'aider avec des modèles. D'accord. C'est-à-dire tu crées ou tu t'aides de modèles. Et les filles là-bas? Non? Il y en a qui écrivent des textes, la poésie ou des choses comme ça, parce que c'est de l'art aussi, hein? Ben oui. Personne? Oui, toi aussi? Tu écris? J'essaie d'imaginer des histoires, mais pour l'instant, je ne suis plus trop dedans. D'accord. Alors, je vais montrer encore autre chose. Donc ça, c'est toute une part de travail qu'il fait sur des portraits, qui sont magnifiques. Enfin, le reste aussi, mais ça, c'est magnifique.
J'en ai mis, j'ai mis deux fois pour que vous puissiez les voir, j'en ai encore un autre. Vous pouvez peut-être expliquer ces portraits. Oui, alors, Pardon, voilà. donc moi j'appelle ça des figures. Pour moi, la figure n'a pas à être une représentation de la réalité réelle. Donc je travaille avec du papier, des terres, du cuivre, et je gratte, j'efface, je recolle, je remets jusqu'au moment où, disons, la figure me parle. Alors, c'est un dialogue avec la figure. À partir de modèles alors, de vraies non, personnes? non, je les invente. Toutes ces figures sont des figures inventées. Voilà. Mais il y en a, bon moi j'en ai acheté une, alors je ne sais peut-être pas, mais il y en a où vous avez mis des billes à la place des yeux, Oui, et c'est très ça. impressionnant. Ah Parce oui. qu'on a l'impression qu'il nous suit, les yeux, vraiment. Ah ouais. J'allais vous demander pourquoi certains ont les yeux fermés et d'autres pas. Ah, ça, c'est une bonne question. Ben, parce que je trouve que quand ils sont fermés, c'est plutôt pour moi, j'aimerais aller vers la méditation. Ouais. C'est vrai que c'est un côté apaisant. Voilà, un peu, voilà. Et ouvert, il est plutôt éveillé, donc voilà. Il n'y a pas que ça, mais disons ça, c'est l'essentiel. Ouais. Mais beaucoup de regards sont un peu angoissants. Ah, Mais ils Parce que- interpellent quoi. Non, enfin, on a interpeller, c'est mieux peur, comme ça. qu'angoissant. Bah, Ils m'interpellent. moi, c'est ce que j'aime dans les portraits, donc moi, ça me plaît. Mais par exemple, celui que je vous ai acheté, il y a des gens qui sont venus et qui m'ont dit qu'ils ne tiendraient pas. Moi, j'adore. C'est vrai, ça Ouais, parce qu'en fait, il y a quelque chose, il y a vraiment de l'expression dedans. Ça, c'est Ben, ce que moi, je je veux pense dire. Quand que- on voit là, par exemple, on a l'impression qu'elle surveille, enfin, on a l'impression qu'il y a quelque chose qu'elle est peut-être en danger. Enfin, il y a quelque chose comme ça qu'on sent dans plusieurs portraits, on le sent. Hein. Mais moi, je pense que ça ne doit pas laisser indifférent. Oui. En tout cas, Ah non, ça vient. ça ne doit pas laisser indifférent parce que si c'est pour Il refaire regarde ce- sur le côté, chaque fois, on a l'impression qu'il Plus on surveille. va à droite, On a plus on va à l'impression qu'il droite. veille et qu'il y a quelque chose, qu'il y a un danger qui vient. Quoi. Ouais. Ça dit. Oui. Voilà, parce que tout le monde, c'est pas moi qui ai inventé la figure du portrait, donc je pense que moi j'aurais, des fois souvent je me pose la question, est-ce qu'on doit continuer et tout ça dans ce qu'on fait? Mais en tout cas, si j'avais le sentiment que ce que je fais, c'est que la copie de quelque chose d'autre, j'aurais arrêté. Disons que je sais que quand les gens y voient, même si c'est pas moi qui ai inventé ça, ils voient quelque chose comme pour un peu la première fois, et ça, c'est intéressant justement qu'il y ait un petit peu ce choc. Après, qu'on ait peur ou... moi, je ne veux pas faire peur aux gens. Mais, non, mais ça fait pas, le but, c'est pas que ça passe peur. Ça veut dire qu'il y a une impression qui sort du tableau, et c'est ça Oui. ce qui est fort. Oui. C'est ça ce qui est intéressant, c'est que ce soit pas neutre. Oui, moi je pense qu'il ne faut pas qu'une œuvre laisse neutre. Il faut que ça fasse bouger. Alors, autre chose, juste pour venir encore à quelque chose qui n'est pas un détail, j'allais dire un détail, mais ce n'est pas un détail, il revient d'un voyage, Fred Cohen. Il était la semaine dernière à Limoges. Il peut peut-être vous raconter pourquoi il est allé à Limoges la semaine dernière. Oui, ben, moi j'aurais jamais été sur Facebook si j'avais pas été à la maison des artistes qui m'ont dit, j'étais délégué des artistes pour l'Alsace, ils m'ont dit mais là il faut que tu sois sur Facebook parce qu'il faut que tu communiques avec les autres artistes et tout ça. Et donc je suis sur Facebook et il y a 3-4 ans, il y a une femme qui ne me lâchait pas, qui m'envoyait des messages, mais je me suis dit mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Et puis à chaque fois je refusais, je ne voulais pas, et puis elle m'a dit mais si, je te connais, tu as été dans les Pyrénées, tu as été recueilli, ce sont mes grands-parents qui t'ont adopté. Puis moi je me suis dit, ah là, et là il y a quand même autre chose. Et puis alors après on s'est téléphoné et j'ai vu que c'était pas un canular, c'était pas quelque chose de négatif. Et donc là je reviens de Limoges où elle m'a invité à aller chez eux. Et donc voilà, on s'est retrouvés, on a parlé de ces moments dans les Pyrénées. C'est quand même 60, vous imaginez. 60 ans aujourd'hui, ça fait combien d'années ça? Ça fait 60 ans. C'est ça à peu près. C'était la première fois qu'il l'a rencontré. C'était la première fois que je l'ai rencontrée. Et alors elle m'a dit, mais
je suis en train de faire un arbre généalogique et on t'a mis dedans. Oui, voilà, je suis dans le arbre généalogique. Pour nous, tu étais quand même de la famille. Donc, voilà. Voilà. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont des questions à poser sur son histoire, des choses que vous voulez savoir, parce qu'on a raconté ça, hein, ou sur ce qu'il fait? Est-ce que ça vous a intéressé, ou l'histoire, ou le travail que je fais? Les deux. Alors, ça, c'est bien. Alors, qu'est-ce qui vous a intéressé particulièrement? Ouais, c'est pas facile de parler, hein, mais bon, je vais vous dire, en commençant, ça vient. Ouais. Les différents projets que vous avez mis en place avec des classes ou d'autres personnes, c'est intéressant. Ouais. Je vais remontrer les enfants, plus tard. Oui, par exemple, il y avait des classes avec l'ELSO. C'est un de l'ELSO, par exemple. Ça aussi, j'ai montré. Oui. C'était vous hein, qui l'avez Oui, fait oui, ça. Hein. bien sûr. Donc ça a été exposé au musée Vurs. C'était fait avec une classe d'Invillers d'enfants handicapés. Oui, voilà, il y a eu un film là-dessus. Et la classe de l'ELSO sur 1 heure, et l'institut me disait, mais c'est bien d'arriver à les intéresser 1 heure parce qu'il y a tous les outils quand même. Bon, ils ne travaillent pas avec la tronçonneuse, mais le marteau-piqueur, tout ça. Et c'est quand même, j'arrivais à les intéresser 1 demi-heure sur 1 heure, quoi, à peu près. Parce qu'il y a des outils lourds, hein. C'était Ah, pas, oui. ils ne travaillent pas dans l'atelier quand ils travaillent le bois, vous travaillez ailleurs. Hein. Oui, c'est ça, j'amenais. Il faut imaginer les classe, outils. Hein. Je ne sais pas si j'ai les photos, tout à l'heure je vous ai montré, mais les photos, c'est impressionnant. Hein. En fait, c'est pas un petit travail, quoi. Et là, on voit le totem. J'avais travaillé avec une classe de CM2 à Dossenheim toute l'année. Et c'est là le totem Celui-là en place, celui-là. Ouais. Donc c'était quand même intéressant puisque l'instituteur avait fait un projet où on a travaillé donc, avec les enfants que j'ai à Invillers, les enfants difficiles donc, et la classe de CM2 dont on a fait ce totem dans 1 année tous les vendredis après-midi. À Dossenheim. Si vous allez un jour à Dossenheim, vous pourrez voir le totem. Et les parents des enfants ont fait la tête de l'Indien, vous voyez, là il y a une tête au-dessus en aluminium Ouais, qui là. tourne et le nez montre le vent, la direction du vent. C'est en aluminium, monté sur un roulement à billes. Moi, j'ai une question peut-être. Alors déjà, pour vous expliquer, c'est que peut-être expliquer quelque chose, revenir aux enfants cachés, juste pour vous expliquer une difficulté. Normalement, les enfants cachés, on leur changeait leur nom. Alors, vous, on vous a laissé votre nom. Hein. Alors qu'en général, très régulièrement, pour pas qu'on sache qu'ils étaient juifs, on leur changeait le nom. Alors juste pour que vous vous imaginiez ce que ça veut dire, parce qu'on ne se rend pas compte de ce que ça veut dire, faut imaginer qu'un enfant, on lui dit, il y a des enfants, on leur répétait par exemple dans le train, ils partaient avec quelqu'un de totalement inconnu, donc on les retirait à leurs parents, ils partaient avec une inconnue ou un inconnu, et la personne leur répétait tout le train, comment tu t'appelles? Et il devait donner le nouveau nom. Et c'est pas simple d'immédiatement donner le nouveau nom. Donc elle faisait répéter pour qu'ils comprennent que c'est son nouveau nom. Quand ils arrivaient, donc ils avaient Roland Lévy, enfin, je ne sais plus, un de ceux qui était en photo tout à l'heure, qui expliquait que quand ils arrivaient, ils vivaient à la campagne, ils étaient à la ville, à Strasbourg par exemple, on tuait le cochon, chez eux ils n'avaient pas le droit de manger le cochon, ils arrivaient, ils étaient bien contents qu'il y ait du cochon parce qu'ils disent que on était bien contents de manger, mais c'était compliqué, et ils étaient complètement intégrés dans un milieu qui n'avait rien à voir avec leur milieu d'avant. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand la guerre était finie, ils devaient revenir dans la vie d'avant, qui était évidemment plus la vie d'avant. Mais ils devaient revenir dans une vie qui était étrangère à eux, parce qu'en fait, ils ont vécu quelques années. Bon, là, vous avez vécu en plus très longtemps. Il y en a qui ont vécu moins longtemps, mais malgré tout, ils n'avaient aucune envie de revenir dans la vie d'avant, parce qu'en fait, ils avaient oublié leur vie d'avant, ils n'avaient pas envie de revenir là. Et c'était une deuxième douleur que de revenir à quelque chose, c'est de devoir quitter ces gens qui parfois avaient été gentils, quand ils n'avaient pas été gentils, parce qu'il y a des gens qui étaient frappés, hein, parce que vous avez dit vos frères, hein, eux n'étaient pas bien traités. Oui, à coup de fourche, il est après, vous voyez, il saignait, on ne sait pas pourquoi il est tapé.
Donc tout dépend de la chance de la famille où on se retrouvait. Et beaucoup de ces familles, certaines familles étaient payées, c'est-à-dire recevaient de l'argent, soit que les parents qui avaient laissé partir leurs enfants payaient tous les mois de l'argent pour qu'on nourrisse leur enfant, parce que c'était la guerre, hein, il n'y avait pas beaucoup d'argent, dans aucune famille il y avait beaucoup d'argent. Donc il faut imaginer que pour ces familles, c'était pas simple de prendre un enfant en plus. Et souvent, c'était des familles déjà qui n'étaient pas du tout fortunées, ce n'étaient pas les gens les plus riches qui prenaient des enfants, hein. C'était souvent justement des paysans, des ouvriers, enfin des gens qui n'avaient pas déjà beaucoup de finances pour eux. Donc il y a des familles qui étaient payées, il y a des familles qui le faisaient gratuitement. Et après la guerre, ou des années après, en fait, on a décidé que les familles qui l'avaient fait gratuitement, qui avaient sauvé comme ça des enfants juifs, au risque de leur vie, parce que si on les découvrait, il faut imaginer que les enfants allaient être déportés, mais les familles allaient être aussi internées dans des camps. C'est-à-dire qu'ils prenaient des risques pour eux-mêmes et pour leurs propres enfants. Donc il faut imaginer le courage de ces familles qui osaient prendre financièrement et puis pour leur vie, ils prenaient le risque. Et donc ces gens ont été appelés justes. Mais pour être appelés justes, il fallait qu'ils n'aient pas touché d'argent. Sinon, on ne pouvait pas demander qu'ils aient ce statut de juste. C'est pour ça que la famille, je pense que ça ne pouvait pas être possible pour cette famille. Je voulais vous dire aussi, donc j'ai laissé à votre professeur un film, je ne sais plus qui s'appelle Pingouin, Goéland. Ouais, donc c'est mes sœurs qui ont été recueillies dans cette école de Sèvres, près de Paris. Ce film est sorti dans les salles il y a 2-3 ans. Vous le verrez, donc je suppose. Je vous le laisse. Oui. Et on ne le trouve pas dans le commerce. Hein. Non, c'est pas Vous trouvé. êtes dit, on le Et trouve pas. vous verrez dans mes sœurs qui étaient à l'école de Sèvres, justement, je fais le lien avec ce que disait Francine, c'est que pourquoi ils étaient appelés pingouins, goélands et tout ça, les enfants, c'était pour les cacher de Vichy, parce que cette école de Sèvres, dont a caché, je crois, plus de 300 juifs, et elle a été accusée de participer avec Vichy parce que Vichy donnait des subventions, alors que ma sœur me disait, quand il y avait des gens de Vichy qui venaient, ils sortaient tous les tableaux pour qu'ils les voient, et après ils remettaient ça. Et donc je crois qu'Israël a mis au moins une dizaine d'années pour les reconnaître parmi les justes. Ils ont sauvé plus de 300 juifs quand même. Alors c'est un couple qui ne pouvait pas avoir d'enfants, enfin bon, vous verrez dans le film, ils ne pouvaient pouvaient pas avoir d'enfants et ils se sont occupés d'une maison d'enfants où il y avait plein d'enfants, dont un certain nombre de juifs, mais officiellement c'était une maison d'enfants prototype d'une maison d'enfants nazie. Voilà. Donc c'était vraiment, extérieurement, dans tout ce qui était montré, c'était vraiment un endroit qui était collaborateur. En réalité, ça cachait des enfants juifs. Donc à la fin de la guerre, donc ces deux sœurs, hein, ou trois sœurs étaient dedans, elles témoignent, elles sont dans le film, hein, elles sont intégrées dans le film. Pendant la guerre, ça s'est passé comme ça et ça a sauvé ces juifs grâce au fait qu'ils ont fait semblant d'être pro-nazis. Et à la fin de la guerre, ils ont été accusés d'être collaborateurs. Donc en fait, ils ont eu des représailles contre eux puisqu'on a pensé qu'ils avaient collaboré. Et c'est seulement après qu'on s'est rendu compte qu'en fait, ils avaient aidé et donc on a fait marche arrière. Pour vous dire que ces gens-là faisaient, ce couple ont fait incroyable ce qu'ils ont fait. Quoi. Je veux dire, c'est extraordinaire et c'est à Sèvres, à côté de Paris, hein. Donc en zone occupée. Voilà. Donc ces sœurs sont restées en zone occupée. C'est-à-dire que la famille, elle a été dispatchée un petit peu partout, quoi. Hein. Ouais. C'est pour ça que c'est pas la même histoire, en fait, après. Hein. Pas la même histoire. Alors, qui a peut-être une question? Parce qu'on vous a pas possible qu'on ait répondu à toutes vos questions.